Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler Formule 1 et on va revenir sur le Grand Prix de Bahreïn. On va faire un petit peu comme un conseil de classe. On va noter les pilotes lors de son Grand Prix et on commence tout de suite avec les top pilotes. Et oui, les pilotes qui ont été au top pendant la course, qui ont fait un très bon Grand Prix. On commence avec Charles Leclerc, le Monégasque, pole position pour son deuxième Grand Prix chez Ferrari, son 23e Grand Prix de sa carrière à Charles Leclerc, très jeune encore. Le Monégasque qui, pendant tout le week-end, a été excellent. Déjà excellent pendant les essais, parce qu'il a dominé les essais, il a dominé Vettel, à part une séance, la séance du vendredi soir, mais la séance 1 et la séance 3, il est devant. En qualification, il est encore devant. Et en course, il est devant Sébastien Vettel. Alors pourtant, il a pris un mauvais départ. Tous les pilotes qui sont partis du côté gommé de la piste ont pris un mauvais départ, ce qui est assez étonnant. Alors soit c'était la gomme des F2 qui n'est pas compatible avec la gomme des Formule 1. La course de F2 qui avait lieu avant à 13h, 3-4 heures avant le Grand Prix. Peut-être c'est ce problème-là, mais c'est assez étonnant que tous les pilotes aient eu du mal à s'envoler de ce côté, parce qu'Hamilton a eu le même problème et le pilote qui était en troisième ligne également. C'était pas Verstappen, je ne sais plus qui était en troisième ligne. Mais pour Leclerc, ça a été un très bon Grand Prix. Bon, problème moteur en fin de course, il avait un très très bon rythme. Il garde le meilleur tour en course. Il finit troisième. Il a fait 2 très bons arrêts aussi au stand. Il faut le dire, Ferrari a fait un bon travail aux arrêts au stand. J'avais un peu critiqué cet aspect-là après le Grand Prix d'Australie où vous avez été assez lent dans les stands. Là, sur les 2 arrêts, j'ai noté, Leclerc il fait 2 secondes 3. Vettel est à 2 secondes 1. Et le deuxième arrêt pour Vettel c'est 2-3. Pour Leclerc c'est 2 secondes 4. Et même l'arrêt au stand pour le changement de aileron, mais on reviendra de Vettel, est rapide parce qu'il se fait en 12 secondes 1. 12 secondes 1 en changeant les pneus et en changeant d'aileron. Là aussi c'est très rapide. Donc un gros travail de Ferrari dans les stands. Le rythme en course était excellent. Il a gardé le meilleur tour en course. Il a eu pendant toute la course beaucoup d'avance. Il avait... Au moment de son problème moteur, il avait au tour 45, j'ai noté 9 secondes 5 d'avance sur Hamilton. Et puis au tour d'après, problème moteur. Alors, pas d'informations de la part de chez Ferrari sur le problème qu'a eu Charles Leclerc. Ça serait lié au niveau du système électrique, c'est le système électrique qui serait mis en défaut. Est-ce que c'est un problème de capteur ou est-ce que c'est un véritable problème moteur qui demandera de changer des pièces? Là, c'est une grande question parce qu'on rappelle que si Ferrari est obligé de changer des pièces, 3 moteurs pour toute la saison, mais les MGU-K, MGU-H sont aussi limités, on n'a pas le droit d'en changer à toutes les courses, donc ça peut avoir des conséquences. Deuxième pilote qui est au top, c'est Lewis Hamilton. Pourquoi? Parce que pendant tout le week-end, chez Mercedes, c'était pas terrible. On va pas se mentir, la voiture était très difficile à conduire. L'arrière de la voiture était très baladeur. On sentait que la voiture manquait peut-être d'appui sur l'arrière. Au niveau moteur, je pense que Mercedes avait décidé de prendre moins de risques qu'en Australie au niveau de la puissance moteur. Donc de rouler, on va dire, en gestion. 3 moteurs pour une saison, il faut gérer son moteur. On ne peut pas l'utiliser à fond sur toutes les courses. Je pense que c'est ce qu'ils avaient prévu de faire à Bahreïn. Alors que Ferrari a plutôt décidé d'attaquer au niveau du moteur sur ce Grand Prix, ce qui n'est pas forcément bon pour eux au niveau constructeur. Mais Hamilton, il est chanceux parce qu'au final, il gagne la course, alors qu'il est dominé pendant tout le week-end. Normalement, si on regarde sa position, il aurait dû finir 3e ou 4e du Grand Prix. Il arrive à devancer Bottas, alors qu'il s'élance moins bien que Bottas au départ. Et puis sa stratégie, on va dire, n'était pas exceptionnelle pendant le Grand Prix. Il a beaucoup de soucis pour gérer les pneus arrière, et pourtant, il arrive à gagner la course. Le 6e titre est peut-être déjà bien embarqué pour Lewis Hamilton. Un autre pilote au top, c'est un pilote McLaren, c'est Lando Norris. Débutant en F1, Lando Norris, 2e Grand Prix de sa carrière. On l'avait déjà vu en forme en Australie, 8e en qualification, largement devant Sainz. Et bien, il est rentré une nouvelle fois
en Q3. Et puis surtout, Lando Norris, il a fait une très grande course. Il a réussi à finir devant Raikkonen, qui était même assez déçu Raikkonen de ne pas avoir réussi à le dépasser, mais il n'a jamais eu le rythme en course pour le dépasser. Et puis surtout, il finit 6ème donc en course, il marque ses premiers points, et il a réussi une performance assez étonnante, c'est réussir à conserver ses pneus. Il a lui aussi une stratégie assez étonnante, il s'est arrêté très très tôt. Pour son deuxième arrêt se fait extrêmement tôt. Il a tenu 23 tours avec les pneus tendres sur son dernier relais, sur son dernier run, à part Raikkonen qui a fait mieux. Vraiment, il a très très bien géré sa course et il l'a joué un petit peu en vieux briscard sans prendre de risques. Et ça s'est plutôt très très bien passé pour Lando Norris. Et c'est un futur crack pour la Formule 1. Et je pense que Alonso l'a compris parce que Alonso, il était tout le temps fourré chez McLaren dans le stand de Lando Norris et pas dans le stand de Carlos Sainz qui veut également peut-être indiquer certaines choses au niveau de qui est le leader dans l'équipe. C'est peut-être pas Carlos Sainz. Verstappen. Bon, alors pas un super grand prix de Verstappen, mais il a survécu. Il finit 4ème. Il prend des points. Alors après, il n'a pas réussi à rattraper Leclerc à cause de la safety car. Mais voilà, Grand Prix sérieux de sa part. Il fait un meilleur début de saison que l'année dernière. On reviendra dessus quand on parlera des classements. Donc au final, très très bonne course de Verstappen. Et on finit avec ses top pilotes avec Albon. Alexander Albon, qui a fini 8ème. Premier point également pour lui en F1. Devant Kvyat, son coéquipier, que ça soit en qualification et en course. Kvyat qui est quand même un concurrent d'expérience, c'est pas simple, surtout pour Albon qui, je rappelle, n'avait jamais mis les fesses dans une Formule 1 avant le mois de février, donc avant les essais de pré-saison, qui, je rappelle, n'était pas destiné à piloter cette voiture même en juillet de l'année dernière, parce qu'en juillet, normalement, ils avaient d'autres idées chez Toro Rosso, avec Taycan, par exemple, essayer de faire passer la super licence à Daniel Taycan, qui est dans leur académie de jeunes pilotes, sauf que ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas assez de points pour sa super licence. Et ce qui fait qu'ils ont pris Albon, qui normalement aurait dû faire de la Formula E, le championnat de voitures électriques, avec Nissan, et qui s'est retrouvé au dernier moment à casser son contrat avec Nissan et à aller chez Toro Rosso et à se retrouver en F1 alors qu'il n'était dans aucune académie de jeunes pilotes, qu'il n'a jamais eu un énorme budget, il n'a jamais eu des gros sponsors pour financer ses volants. Donc c'est intéressant dans l'histoire de la F1, ça veut dire qu'on peut encore accéder à la F1 sans avoir un gros budget comme Lance Stroll ou Carlos Sainz. On passe aux pilotes qui ont fait un Grand Prix somme toute assez banal, assez normal, pas forcément mauvais, mais pas forcément excellent, c'est moyen. C'est Raikkonen, 7ème. Alors on aurait pu dire très bonne course, avec pour Sauber Alpha, enfin pour Alfa Romeo c'est mieux que l'année dernière, hein. À Bahreïn ils étaient encore assez loin. Mais la stratégie n'a pas été excellente. Ils l'ont fait arrêter également très très tôt pour le deuxième arrêt au stand, 24 tours avec les pneus soft. C'est très long. Et puis il n'a jamais eu la capacité de rattraper Norris, ni d'aller chercher Ricciardo qui était devant avec la Renault en rythme pur. Donc chez Alpha, on sent que on a une voiture qui a du potentiel, mais je pense qu'on n'a pas encore réussi à trouver la bonne manière de la faire fonctionner. Et j'ai des doutes également quand je vois cette voiture. Est-ce que c'est une voiture qui a un aileron avant qui est très particulier, avec des bords très descendants, pour essayer d'éjecter le maximum d'air sur l'extérieur du pneu. Sauf que je me demande si cette technique n'est pas problématique pour l'aileron arrière. J'ai l'impression que l'aileron arrière n'a pas énormément d'appui sur cette voiture. On verra sur d'autres courses, mais j'ai ce sentiment-là. Grand prix moyen également pour Bottas, le Finlandais, 2ème, mais avec un rythme en course qui n'était pas bon. Le rythme en course. Alors déjà en essai, il était souvent à 2-3 dixièmes d'Hamilton. En qualification, il est derrière Hamilton, mais il était un peu plus proche. Et puis là, malgré un bon envol, hein, il démarre mieux il fait le même départ que Vettel. Hein, ils font tous les deux un très bon départ.
Derrière, le rythme en course n'a pas été bon. Il a retrouvé un petit peu ses travers qu'il avait avant, hein, qu'il avait l'année dernière, et qu'il n'avait pas eu en Australie. C'est-à-dire un rythme en course qui n'est pas excellent. Il tourne à 1 seconde 7. Je crois que son meilleur tour en course c'est à 1 seconde 7, je crois, de Leclerc, hein, de ce que je me rappelle des meilleurs tours en course. Et ce qui le classe, je crois, à bien 7 dixièmes de Hamilton, donc à voiture équivalente. C'est bizarre. Je pense qu'il faut qu'il travaille vraiment là-dessus, parce que pour jouer un championnat du monde, il faut forcément être rapide en qualification, mais aussi en course, pour pouvoir gagner des championnats. Moyen également pour Pierre Gasly. Alors certes, 8ème, il marque ses premiers points avec Red Bull, le français. Mais bon, on attend mieux de Pierre Gasly. On attend qu'il aille titiller Max Verstappen. Alors ça sera pas facile parce que Max Verstappen, c'est le leader de l'équipe, c'est le taulier, il a réussi à faire virer Ricciardo. C'est le chouchou d'Helmut Marko, le patron de la filière Red Bull. C'est le chouchou également de Christian Horner qui dirige l'équipe Red Bull. Donc c'est pas simple. Il le dit lui-même, hein, la voiture ne lui convient pas aujourd'hui à Pierre Gasly. Elle n'est pas forcément adaptée à son pilotage comme l'était la Toro Rosso l'année dernière. Et il essaye de retrouver au niveau du châssis les sensations qu'il avait la saison dernière. Il se dit écouté par la direction de Red Bull pour apporter des changements sur la voiture. Après on le verra dans les faits. J'ai des doutes quand même parce que l'équipe est vraiment tournée autour de Max Verstappen et ça sera pas simple pour Pierre Gasly, puis se méfier pour Pierre Gasly parce que chez Red Bull, on va très vite à dégager les pilotes. Je rappelle que Red Bull, c'est la seule équipe où vous avez un contrat qui n'est pas lié à l'écurie, mais qui est lié au groupe Red Bull. Donc vous pouvez vous retrouver facilement soit chez Toro Rosso, soit dans l'écurie 1, mais vous pouvez aussi être dégagé. Hein. Donc il faut faire attention. Pérez également, du côté des Grands Prix un petit peu moyens. Alors, il prend un point, ce qui est important pour Racing Point, le nouveau nom de l'équipe. Après, le rythme en course n'était pas bon, parce qu'il est 14ème, hein, son meilleur tour, il est 14ème au niveau du classement des meilleurs tours en course, donc c'est pas bon. La voiture me semble très difficile à conduire, là aussi, donc on va voir sur les prochaines courses est-ce que ça va s'améliorer. Et puis surtout, pour Pérez, il doit faire face à une équipe technique qui a fait une voiture alors qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens. Ils ont énormément de retard au niveau de leur package aérodynamique qui n'est pas encore au point. Il est beaucoup trop simpliste. On a vu, je regardais Canal, hein, comme tout le monde. Au niveau des explications de Franck Montagny, on le voyait, hein, l'aileron est beaucoup moins travaillé que chez McLaren, que chez Alfa Romeo, que chez Ferrari. Donc il va falloir progresser là-dessus et j'ai l'impression qu'elle n'est pas simple à conduire. Bon, malgré tout, un point, c'est toujours ça de prix. Grand prix moyen, alors j'ai hésité avec mauvais grand prix pour ce dernier pilote, c'est de Antonio Giovinazzi qui s'était fait remarquer en Australie par on va dire sa conduite agressive. Là ça a été encore un peu le cas. Bon, il y a eu ils se sont tapés avec Daniel Kiat. Après, il est jeune, il finit, je crois, 11ème, Giovinazzi, donc c'est pas non plus un mauvais Grand Prix quand tu vois la performance de Raikkonen, mais il passe en Q2, ce qui est intéressant également pour l'équipe. Mais on peut se poser des questions, il va falloir qu'il se calme, Giovinazzi, pardon, je pense, il est encore un peu trop fougueux. Et puis, éviter de se retrouver dans trop de mauvais coups, parce qu'au bout d'un moment, il va avoir une mauvaise réputation en Formule 1. Et oui, c'est l'heure des mauvais points, de distribuer un petit peu les bonnets d'âne. Alors, pas encore totalement les bonnets d'âne, c'est ceux qui ont fait une mauvaise course, pas une très mauvaise course. Il y aura une dernière catégorie. Vettel. Eh oui, Sébastien Vettel, au final 5ème de ce Grand Prix. Il perd encore des points sur Hamilton. Il fait perdre des points encore à son équipe. Ferrari. Pendant tout le week-end, il en a trop fait, Vettel. C'est-à-dire qu'en essai, il en fait trop. En qualification, il en fait trop. Il a explosé des trains de pneus en essai, ce qui a peut-être posé un problème. On reviendra dessus, mais sur son tête à queue.
En qualif, il en fait trop, ce qui fait qu'il se retrouve à 3 dixièmes de Charles Leclerc parce qu'il surconduit au bout d'un moment. Je pense que comme il en a fait trop en essai, il n'avait pas les bons réglages et il s'en est aperçu qu'en qualification. Et puis, je pense pour moi que son tête à queue en course est évitable. Et son tête en queue en course lui coûte cher parce que il a délaminé ses pneus. Alors, je sais pas comment il a fait, mais les pneus étaient vraiment dans un très très sale état. Ce qui fait que les vibrations ont engendré la rupture de l'aileron avant. Et donc il a tout gagné sur son Grand Prix au final. Il finit 5ème alors que bon, il était bien parti pour faire 4 voire 3 avec le problème de Charles Leclerc. Et moi il me vient une interrogation avec Sébastien Vettel, c'est est-ce qu'il ne se retrouve pas dans la même situation que ces dernières années chez Red Bull? En 2014, chez Red Bull, il arrive pourtant, il a 4 titres de champion du monde, il est normalement le leader de l'équipe. Premier Grand Prix difficile, pourquoi? Parce qu'on change de motorisation, on passe au V6 hybride. Et du côté de Renault, ils n'ont pas réussi à faire cette transition. Ricciardo, lui, arrive à s'en sortir et remporte le Grand Prix du Canada, qui est le premier Grand Prix qui n'est pas remporté par un moteur Mercedes cette année-là. Et à partir de ce moment-là, pendant toute la saison, il va faire erreur sur erreur, être dominé au final par son équipier au niveau du classement général, et il partira de l'équipe pour aller chez Ferrari assez vite en réalisant une mauvaise saison. Et là, il se passe la même chose, c'est-à-dire quand il est un peu menacé, Vettel, il commence à trop en faire. Et après, ça devient catastrophique. Et là, il a enchaîné les erreurs qui étaient évitables parce que le tête à queue, il en fait beaucoup trop. Il remet trop de gaz à la sortie du virage 4. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation-là. Surtout qu'il est dans la portion sale. Il est hors trajectoire, hors de la trajectoire idéale à ce moment-là, Vettel. Même s'il dit Charles Leclerc me menace pas, au final, Charles Leclerc le menace et le gêne énormément. Autre pilote qui a fait un mauvais Grand Prix, c'est Daniil Kvyat, le Russe, qui a été dominé pendant tout le week-end pendant une grande partie du week-end par Albon. Sur les moments importants, il a été dominé. En qualification, il se retrouve derrière. Il se retrouve également derrière en course, parce que course qui a été aussi un peu difficile à cause de son coup avec Giovinazzi, de ce contact avec Antonio Giovinazzi. Mais Daniil Kvyat, on l'a recruté pour faire marquer des points à Toro Rosso. On l'a recruté parce que c'est un pilote qui normalement a de l'expérience en Formule 1. On le recrute également parce que c'est un pilote qui doit apporter de la sérénité dans l'équipe si Albon n'arrive pas à performer sur toutes les courses. Et au final, c'est Albon qui est devant. Alors que Albon, il a vraiment très très peu d'expérience en F1. Après, du côté de Kvyat, il y a peu de motifs de satisfaction pendant ce Grand Prix. Mais les essais étaient plutôt bons. Il était devant, il était bien placé en essai. Au moment des qualifications, ça s'est mal passé. Alors, il semblerait que Toro Rosso ait fait une petite erreur de map moteur en qualification, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas mis le bon programme moteur pour lui donner le maximum de puissance, mais au final, ça ne s'est pas très bien passé. Renault également décevant, l'équipe Renault. Alors certes, Hülkenberg et Ricciardo avaient un bon rythme en course. Hülkenberg était 6ème, Ricciardo 9. Donc la voiture a l'air de bien fonctionner. Sur les longs relais, elle a l'air de peu user les pneus. Ça, c'est un motif de satisfaction. Le problème, c'est la fiabilité. 2 problèmes moteurs qui arrivent au même moment pour Renault. J'ai rarement vu ça. Alors, il va falloir travailler la fiabilité de toute façon parce que c'est déjà le 3e problème technique pour un moteur Renault. On n'oublie pas Carlos Sainz Jr. qui avait eu un gros problème également en Australie, qui a dû changer une grande partie de son moteur même, avant le Grand Prix de Bahreïn. En plus, si El Abitboul, qui est le directeur technique de Renault Sport, indique c'est un problème qu'on a déjà eu et qu'on n'a pas réussi à régler. C'est quand même incroyable, c'est que c'est un problème qu'ils aient déjà eu et qu'ils n'aient pas réussi à régler cet hiver. Ce qui est pourtant étonnant, c'est qu'ils avaient eu peu de problèmes techniques cet hiver. Vraiment, c'était peut-être même l'équipe qui avait fait le meilleur programme pendant les essais privés. Mais là, deux problèmes de fiabilité. Alors, il semblerait qu'il y ait d'un côté, du côté d'Hülkenberg, un problème électronique au niveau de la récupération d'énergie au freinage, du MGUK. Du côté de Ricciardo, il a eu une perte de puissance. Sa voiture s'est mise en
en mode sans électricité et c'est complètement éteinte parce que la batterie semblerait au niveau des capteurs, on voit la lumière passe au rouge, hein, la petite diode qui est au niveau du halo passe au rouge quand il a son abandon. Lui, il l'a même indiqué qu'elle était en mode danger, c'est-à-dire qu'il y avait un danger s'il restait dans la voiture. C'est pour ça qu'il n'a même pas remis son volant dans la voiture. Normalement, il faut remettre le volant quand vous vous abandonnez, mais là, il ne l'a pas fait. Malgré tout, dans le cas de Ricciardo, on ne sait pas le problème qu'a eu sa voiture. Et puis, Magnussen, dans ces pilotes qui ont fait un mauvais Grand Prix, certes, Magnussen, il fait une bonne qualification, c'est le meilleur des autres. Il se retrouve 6ème, Magnussen. Mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Haas en course, le rythme n'était pas là. Et j'ai lu une interview de lui à la fin du Grand Prix, où il indique que j'étais complètement perdu, la voiture n'avait aucune stabilité, et lui, il avait conscience qu'il n'avait aucun rythme en course. Mais c'est quand même dommage. Alors, c'est peut-être dû au vent, parce qu'il faut savoir qu'en course, il y a eu beaucoup de vent, qui n'était pas présent en qualification le soir, ni aux essais libres 2, qui se passaient également de nuit. Mais le rythme en course, il est mauvais, il y a même la confirmation, son meilleur tour n'est que le 13e, il est juste devant Pérez au niveau des meilleurs tours en course, donc il est très 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 loin, je crois qu'il est à 2 secondes 5 de Charles Leclerc, plus de 2 secondes 5, ce qui n'était pas l'écart en qualification, donc ce chiffre-là montre bien qu'il y avait un véritable problème sur la voiture, et que c'est assez incompréhensible que la Haas n'ait pas réussi à fonctionner dans les conditions nocturnes. Les pilotes qui ont fait une très mauvaise course même, c'est Williams. Alors que ce soit Russell et Kubica, toujours les mêmes problèmes chez Williams. Alors même si Claire Williams, la directrice de l'équipe, nous indique non, on n'a pas de problème avec les pièces de rechange. Elle indique également dans cette même conférence de presse que bon, faut quand même pas trop qu'ils aillent sur les vibreurs, les pilotes. Il y a une communication qui est affreuse, une voiture qui n'est pas rapide, qui est extrêmement lente, elle est à 1 seconde du 18ème, donc c'est vraiment un gouffre. Et puis pas de perspective d'évolution à court terme pour l'équipe en termes de performance, peut-être des évolutions sur le long terme et encore. Je pense que l'équipe va se retrouver encore dans cette situation-là au moins jusqu'au mois de juin. Je pense pas qu'ils aient la possibilité d'amener assez d'évolution à Barcelone, donc je pense qu'il faut attendre après Montréal, donc au moment du Paul Ricard de la Ring en Autriche, donc pas avant le mois de juin pour être performant. Et puis il y a un choix qui est discutable. Ils ont décidé de reprendre à la direction technique Patrick Head, qui était certes le leader de l'équipe dans les années 90 quand Williams dominait avec le moteur Renault, avec les titres de Nigel Mansell en 92, d'Alain Prost en 93, le titre de Damon Hill en 96 et de Jacques Villeneuve en 97, tous avec le moteur Renault, et qui était également présent sous la période de BMW avec Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya. Mais Patrick Head, il a quand même 72 ans. Il n'est pas tout jeune. Est-ce qu'il va réussir à insuffler un nouvel entrain à cette équipe qui, je pense, a déjà un problème majeur, c'est qu'elle n'a pas assez de budget. Je ne pense pas. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe. Autre pilote qui a fait une mauvaise course, c'est Lance Stroll. Bon, le départ avec Grosjean, alors, il n'est pas responsable de tout, mais il y a quand même un contact, et puis c'est surtout une mauvaise qualification qui le met dans cette situation. 18ème, pourtant, il avait fait des bons essais. Alors, Sergio Pérez fait des louanges sur lui. Il dit, c'est mon meilleur équipier que j'ai jamais eu. Bon, c'est peut-être aussi parce que son père est le directeur de l'équipe, mais parce que je ne pense pas que Lance Stroll soit meilleur qu'Esteban Ocon, ce n'était pas le cas en F3, je ne sais pas pourquoi ça serait devenu le cas en Formule 1. Après Stroll, de toute façon, même si on dit qu'il fait un mauvais Grand Prix, il restera en F1, son père dirige l'équipe, donc ouais, il faudra qu'il fasse mieux quand même. Après, là, la Chine n'est pas forcément un Grand Prix qui l'intéresse, mais il y a l'Azerbaïdjan, et il a toujours très bien piloté en Azerbaïdjan, donc ça lui permettra peut-être d'aller titiller Sergio Pérez. Carlos Sainz, du côté de chez McLaren, alors certes devant en qualif, mais après en course, il était bien parti, mais il en fait trop. Il en fait souvent trop, Carlos Sainz.
là avec Verstappen, les deux voitures n'ont pas le même niveau de performance. Il n'y a pas besoin d'aller le taquiner, il n'y a pas besoin de le gêner dans le dépassement et d'avoir un contact avec la voiture de Verstappen. Il pouvait marquer de très gros points pour l'équipe. Au final, c'est Lando Norris qui les a marqués alors qu'il est débutant. Et lui, c'est un pilote confirmé maintenant. Il a 4-5 saisons en F1, je ne sais plus, mais c'est un pilote qui est confirmé. Il ne doit pas faire ses erreurs. Et puis, le dernier pilote qui a fait un mauvais Grand Prix, c'est notre ami Romain Grosjean, le français. Eh bien, Romain, comme d'habitude, qualification où il était derrière. Il était derrière son coéquipier. Il a été derrière Magnussen même pendant quasiment tout le week-end. Et puis, il gêne Lando Norris pendant les qualifications. Il se prend 3 places de pénalité qui sont justifiées pour moi. Grosjean, par rapport à la réglementation, on ne doit pas gêner un pilote qui est dans un tour rapide. Donc voilà, il le gêne. Et en plus, ça lui fait rater un tour rapide, parce que Grosjean il redémarre à fond avec les pneus qui sont pas chauds, donc c'est pas bon. Et puis après, sa réaction après le départ, où il déclare que Stroll a fait un attentat sur lui, non. C'est déjà incompréhensible qu'en partant 11e, il se retrouve au même niveau que Stroll après le premier virage qui partait 18e. Donc c'est-à-dire que déjà tu as fait un mauvais départ, et ensuite, forcément quand tu fais un mauvais départ et que tu te retrouves 15 ou 16, tu te retrouves à un endroit dans le peloton où tu peux te faire rentrer dedans sans que ça soit fait exprès. C'est ce qui s'est passé entre Stroll et Grosjean, mais ce n'est pas un attentat de Stroll. Faut arrêter d'utiliser ce genre de terme. Non, Stroll a fait sa course, il essaye de passer à un endroit, il n'y a pas beaucoup de place au départ, en plus la piste est très très large à Bahreïn, donc ça multiplie ce genre de problème. Mais non, c'est pas un attentat de la part de Stroll, c'est juste Grosjean qui s'est fait rentrer dedans de manière malencontreuse. De toute façon, il n'y a eu aucune pénalité pour les deux pilotes, donc ça montre bien que du côté de la FIA et du côté des Marshall, on a considéré que cet incident ne valait pas une pénalité. Allez, on va finir cette vidéo avec les classements, les deux championnats. Au championnat pilote, vous le voyez à l'écran, Valtteri Bottas est toujours en tête avec un petit point d'avance sur Lewis Hamilton et déjà une avance de pas loin de plus de 15 points, même déjà sur Max Verstappen. Charles Leclerc est 4e et Sébastien Vettel est 5e. Voilà le top 5. On peut déjà faire un constat. Hamilton est en avance de 10 points par rapport à l'année dernière. Bottas, lui, est en avance de 22 points par rapport à la saison dernière. Verstappen, lui, est en avance de 19 points par rapport à 2018 après 2 Grands Prix, qui étaient les deux mêmes Grands Prix. Et de l'autre côté, Sébastien Vettel, il est en retard de 28 points. Il avait remporté les 2 premières courses. Donc voilà, c'est pas top, on va pas se mentir pour Vettel, vu que déjà l'année dernière, avec 50 points en ayant remporté les 2 premières courses, il n'avait pas remporté le championnat. Ça semble mal embarqué pour lui. Vous voyez maintenant le classement des constructeurs, et là aussi Mercedes est devant avec 87 points. C'est quasiment, il leur manque qu'un point pour faire le carton plein. Le carton point est à 88, il leur manque juste le point du meilleur tour en course à Bahreïn. Ferrari deuxième avec 48 points, donc déjà à quasiment 40 points de retard, donc c'est énorme. Red Bull troisième, Alpha quatrième et Ferrari 5e avec 8 points. Si on fait également le même calcul que l'année dernière, eh bien, Mercedes a 32 points d'avance par rapport au même stade l'année dernière. Ferrari est à moins 17 points par rapport à la saison dernière. Red Bull a 11 points de plus que la saison dernière. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la présentation du Grand Prix de Chine qui sera mise en ligne le jeudi avant le Grand Prix de Chine. Et puis, on aura également le débrief. Là, ce qui arrive au niveau sport mécanique, on va voir la moto Grand Prix. On fera pareil, le conseil de classe du Grand Prix. On aura également le rallye, avec le rallye du Tour de Corse. On fera un bilan des 4 premiers rallyes de la saison. Et puis, on aura également du foot et du rugby sur la chaîne très prochainement. Allez, ciao!